infection. Et si vous permettez, c'est un peu para-Covid. C'est un peu para-Covid. Et comme vous allez le voir dans la présentation que je veux faire. Alors, on commence, s'il vous plaît. Alors, comme préambule avec lequel je commence aujourd'hui, vous voyez à droite que j'ai mis les deux photos du virus d'Ebola et celui du Covid-19. D'accord? Alors, malgré les complications de la pandémie actuelle causée par le syndrome respiratoire aigu sévère, coronavirus 2, SARS-CoV-2 ou Covid-19, alors, et dans quelques pays, il y en a aussi la maladie à virus Ebola, que ce soit en RDC à l'Est, ça a été contrôlé, ou en Guinée. Alors, chers collègues, n'oubliez pas que d'autres infections et épidémies causées par différents micro-organismes existent toujours et font des ravages et consistent un fardeau pour beaucoup de pays du continent africain. Ceux-ci peuvent même présenter un risque plus élevé, c'est-à-dire ces autres infections et épidémies, autres que Ebola ou le Covid, alors ils peuvent présenter un risque plus élevé que celui du Covid, car tous les soins médicaux et les efforts de recherche sont concentrés sur la lutte contre la maladie à Covid-19 ou coronavirus 19. Actuellement, comme vous le voyez, tout le monde, partout où on y va, on ne parle de ça. Mais en parallèle, il y a les soins de santé quotidiens, et aussi il y en a les autres infections épidémiques qui continuent à persister et malheureusement un grand part de la population continue à souffrir et peut-être il est un peu plus ou moins n'est pas pris en considération ou négligé à cause de tous les efforts orientés vers la pandémie Covid-19. Bien sûr, ceci va offrir des opportunités à d'autres agents pathogènes de se développer et d'évoluer. D'accord? Troisième point. Cependant, il ne faut pas oublier aussi que les efforts, à l'encontre de ce que j'ai dit, les efforts persistants et continus qui ont été déployés pour améliorer les pratiques de prévention contre l'infection, à la suite de cette pandémie, ils peuvent aussi en fait réduire le taux d'autres infections nosocomiales. Et peut-être beaucoup de mes collègues, ils s'appellent très bien à l'Afrique de l'Ouest, en Guinée ou dans d'autres pays, pendant l'épidémie Ebola, on a notifié que le cas de choléra ont diminué et les cas d'autres infections dites de main sale ou hydrique, alors ils ont diminué. Et peut-être les collègues en RDC et dans d'autres pays aussi ont notifié ça. Je passe et je ne vais pas m'attarder beaucoup. J'aime bien que vous reteniez ces deux noms-là. Le premier nom, c'est celle de l'infirmière Florence Nightingale. Et le deuxième, c'est le docteur Ignace Philippe Semmelweis. Alors là, ces deux personnes, entre guillemets, ils ont contribué avec beaucoup d'autres praticiens de santé ou professionnels de santé vraiment à mettre en valeur la dimension hygiène, la dimension prévention, la dimension statistique, la dimension épidémiologie et la dimension prévention et contrôle de l'infection. L'infirmière que vous voyez à gauche, Florence Nightingale, alors elle, c'est une infirmière britannique, elle est la première pionnière des soins infirmiers modernes basés sur l'hygiène. Et c'est elle qui a commencé à utiliser les statistiques dans le domaine de santé. Pendant la guerre de Crimée, c'était une guerre entre l'armée britannique et l'armée turque, alors elle a pu prouver que les mesures d'hygiène, s'ils sont prises en considération et appliquées, il améliore, c'est-à-dire ils réduisent la morbidité et améliorent la qualité de vie des soldats qui ont été victimes de blessures pendant cette guerre. Le deuxième, c'est le docteur Ignace Philippe Semmelweis. Alors lui, c'est un médecin obstétricien hongrois. Alors celui qui est le premier qui a commencé à battre pour l'application et l'observance de l'hygiène de main. Alors il a pu démontrer l'utilité de l'hygiène de main après les dissections des cadavres, l'autopsie ou autres, avant d'effectuer des accouchements.
il a démontré également que le lavage de mains diminue le nombre de décès causés par surtout la fièvre puerpérale des femmes après accouchement. Alors, il y en a d'autres, mais ces deux personnes-là, j'ai eu dans la mémoire et je voulais partager avec vous. On passe à introduire notre sujet qui est les infections associées aux soins. Alors, ces infections associées aux soins, abréviation IAS, Healthcare Associated Infection en anglais, constituent l'un des événements indésirables les plus courants. Retenez bien ça, c'est un des grands événements indésirables les plus courants dans la prestation de soins et aussi c'est un problème de santé publique majeur qui a un impact sur la morbidité, la mortalité, aussi bien que la qualité de vie. À un moment, retenez bien ceci, chers collègues, au moins 7% de patients dans les pays développés et 10% dans les pays en développement contracteront au moins une infection associée aux soins. Et si je reviens aux pays en développement, le 10%, il y en a dans des pays, on a trouvé que ça dépasse même le 20 et le 25%. Alors, on va le voir tout à l'heure, vu l'absence de moyens de diagnostic, le moyen de surveillance, le moyen de suivi, c'est pourquoi, entre parenthèses, ces chiffres-là pour les pays en développement ne sont pas vraiment authentiques, ne reflètent pas la réalité. Ces infections constituent également une charge économique importante au niveau social. Cependant, un pourcentage élevé des infections associées aux soins peut être évité par des mesures efficaces de prévention et de contrôle des infections. Il y a un lien direct entre infections associées aux soins et mesures de prévention et contrôle d'infection. Je passe nos objectifs rapidement. Alors là, vous allez le voir tout à l'heure avec vous. À la fin de ce webinaire, chers collègues, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qu'une infection associée aux soins, une épidémie aussi d'infections associées aux soins, les causes d'infections associées aux soins, les principaux types d'infections transmises dans les établissements de soins, les agents pathogènes, le rôle du laboratoire et les moyens de prévention, connaître les infections associées aux soins les plus fréquentes ou courantes et connaître les mesures de prévention. Et je dis bien ici, des mesures de prévention généraux, ne sont pas spécifiques. Peut-être avec mes collègues à ICANN, notre coordinateur Anthony et les collègues de Africa CDC, on peut planifier d'autres webinaires qui vont être plus spécifiques à chacune de ces types d'infections associées aux soins. Alors, qu'est-ce qu'une infection associée aux soins? Alors, une infection associée aux soins, c'est appelé également infection nosocomiale ou infection hospitalière. Il y a une certaine évolution dans l'histoire par rapport à cette appellation, mais l'appellation qui est présente depuis presque l'année 2003, c'est l'infection associée aux soins. Et l'infection associée aux soins, c'est plus spécifique qu'une infection nosocomiale. L'infection nosocomiale, c'est plus large et ça peut être contracté dans un hôpital et même voire en dehors des activités de prestation de soins. Mais beaucoup de collègues utilisent indifféremment les deux termes, infection associée aux soins et infection nosocomiale. Il y a quelques collègues qui utilisent aussi infection hospitalière. Alors, c'est quoi l'infection associée aux soins? C'est une infection survenant chez un patient pendant le processus de soins dans un hôpital ou autre établissement de soins. C'est-à-dire qu'il a contracté l'infection lors d'un processus de soins. Et cette infection, elle n'était ni présente, ni pendant la période d'incubation, ni lors de l'admission du patient. C'est-à-dire que le patient n'a pas contracté cette maladie ou n'a pas fait apparition de cette maladie à son admission. Et les signes d'incubation n'étaient pas présents aussi à l'admission. Les infections associées aux soins peuvent également apparaître à la sortie du patient. Elles constituent l'événement indésirable le plus fréquent, comme je l'ai dit, associé aux soins de patients. Alors, si on parle d'épidémie, alors je m'excuse si j'ai choisi quelques photos des hôpitaux en Afrique.
que vous pouvez voir à droite. Et ça renvoie juste de rapprocher l'image pour vous et la situation. Parce que quand on parle d'épidémie associée aux soins, cette épidémie-là, comme on l'a dit, ça se contracte lors de soins et dans un hôpital ou un établissement de santé. Ces épidémies-là, malheureusement, ils peuvent venir et passer inaperçus, surtout pour les collègues qui ont une charge de travail très importante ou des collègues qui n'ont pas une capacité d'observation et de suivi assez développée ou des collègues qui n'ont pas les moyens d'analyse ou de surveillance de ces infections-là, ces épidémies-là. Mes chers collègues, ces épidémies existent. Croyez-moi, elles existent, mais malheureusement, elles ne sont pas bien aperçues, bien prises en charge, bien claires pour la majorité d'entre nous. Alors, les épidémies d'infection sont courantes dans les milieux hospitaliers. Même dans les pays très riches, ils ont ces infections-là et peuvent être causées par une grande variété de micro-organismes. Le Public Health Canada, l'Agence publique de santé publique canadienne, elle définit l'épidémie comme un incident dans lequel 2 personnes ou plus souffrent d'une maladie similaire sont liées dans le temps ou dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y en a plus qu'une personne alors là, qui souffre d'une maladie similaire dans sa symptomatologie et son état clinique. Le terme épidémie peut aussi également être appliqué à un seul cas, surtout lors d'une maladie rare ou maladie grave, comme le cas de maladie à virus Ebola ou le Covid. Bon, mon collègue que je remercie, Dr Valérie Kazadi, a ajouté, parce qu'il a révisé pour moi la présentation, il a ajouté aussi d'un grand impact épidémiologique, notamment la forte mortalité. Tous les hôpitaux doivent avoir des plans en place pour faire face à toute épidémie d'infection. Et ici, je salue mes collègues actuellement à Mbandaka, à l'Équateur, de RDC, qui vraiment ils sont en grande activité pour contourner les nouveaux cas de Covid. C'est déjà, ils ont un plan, ils ont réactivé, ils ont passé à l'action. L'objectif principal de la gestion des épidémies est de projeter la santé, protéger, la santé et la sécurité publique en identifiant la source, le mode de transmission probable et en mettant en œuvre les mesures de PCI spécifiques. C'est-à-dire, on doit avoir chaque hôpital avec son staff, son équipe PCI ou autre équipe de sécurité ou d'hygiène, doivent toujours avoir une équipe qui est capable d'être activée pour gérer les épidémies. Alors, je m'excuse, quelle est la place de la PCI dans la lutte contre les infections associées aux soins? Alors, je le fais rapidement. La PCI est un élément d'une importance universelle de tous les systèmes de santé qui a une incidence sur la santé et la sécurité tant de prestataires, nous-mêmes, de services, que des utilisateurs. Bien sûr, il est admis au niveau international que tous les États membres, y compris les pays africains, bien sûr, doivent agir d'urgence pour limiter les futures épidémies, pandémies et lutter contre la propagation des micro-organismes, surtout résistants aux antibiotiques. Et on va voir peut-être un webinaire dans lequel on va développer le terme, ce concept de résistance aux antibiotiques. Alors, le renforcement de capacité en matière de prévention d'infection au niveau local et national contribue à la réalisation, bien sûr, l'objectif 5 de la nouvelle stratégie mondiale de l'OMS sur le service de santé intégré centré sur la personne, les objectifs de développement durable des Nations Unies, en particulier l'accès universel à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, prestation de services de santé de qualité et réduction de mortalité néonatale et maternelle. Alors, quelle est la place ou le rôle de l'équipe de prévention et contrôle d'infection dans le cas des infections associées aux soins et surtout lors de la déclaration d'une épidémie d'infection associée aux soins? En milieu hospitalier, la suspicion d'une épidémie d'infection peut être soulevée par l'équipe de PCI. D'accord? Comme elle peut être ou doit être soulevée par une équipe avertie au niveau d'un service de maternité, de chirurgie, de pédiatrie
ou tout autre de service qui a des patients qui sont plus vulnérables à contracter des infections. Bien qu'il puisse d'abord s'agir du personnel hospitalier, suite à l'observation et l'examen du patient ou analyse de laboratoire, exemple surtout les grandes analyses et les analyses bactériologiques et les cultures qui sont faites. Il est essentiel qu'une enquête initiale soit menée dans les 24 premières heures avant d'éviter une épidémie à part entière. Si on notifie un cas ou deux cas, alors vraiment, il faut suspecter qu'il y a une épidémie. Il faut lancer dans les 24 heures de cet avertissement alors une enquête afin d'éviter une épidémie à part entière. Parce que plus les cas augmentent, plus l'impact il est plus important et les dangers il est plus grand. L'enquête initiale, normalement, elle doit clarifier la nature de l'épidémie et déterminer si une équipe de contrôle de l'épidémie devra être désignée ou convoquée. Alors, il y a des hôpitaux ou dans des systèmes qui varient d'un pays à un autre. Il y a ceux qui, c'est l'équipe de PCI qui prend en charge la gestion de cette épidémie-là. Il y en a d'autres qui peuvent désigner d'autres membres qui vont travailler en parallèle avec l'équipe de PCI pour gérer l'épidémie des infections associées aux soins. Alors, pourquoi les infections associées aux soins sont-elles contractées dans les établissements de santé? Il y a beaucoup de facteurs. Et parmi ces facteurs-là, de nombreux facteurs de risque, alors là, dans un établissement de soins, alors je vais les citer, mais s'il vous plaît, en citant ces risques-là, je sais que parfois on se trouve dans les pays à ressources limitées ou dans des structures à ressources limitées, surtout publiques, on se trouve dans des difficultés de surmonter ces facteurs de risque ou même d'agir sur ce facteur de risque. L'essentiel qu'on connaît, mais l'action, elle varie selon les ressources qui sont disponibles. Mais on ne doit pas dire on ne peut pas ou ce n'est pas possible de surmonter certains facteurs de risque. Le premier facteur de risque, c'est le nombre de personnes malades soignées ensemble dans un espace confiné. C'est-à-dire le nombre des patients admis ou des patients qui consultent qui dépassent les capacités ou le nombre de lits ou le nombre de personnels qui sont opérationnels. L'équipe médicale, les installations, les personnels de santé sont souvent partagés. C'est-à-dire qu'ils exercent plusieurs activités et sont partagés d'un service à un autre, d'une activité à une autre, ce qui augmente les risques de contracter des infections. Normalement, et j'ai dit idéalement, un médecin, ou surtout pour les infirmiers ici, un infirmier s'occupe d'un groupe de patients, alors là, qui ont de nature de pathologie plus ou moins similaire. Et cet infirmier-là, il n'a pas à aller dans un autre service ou prendre en charge ou faire des activités de soins à risque dans un autre service et revenir à ces patients pour les infecter. L'utilisation d'antibiotiques est courante. Et ça, c'est un problème. Chers collègues, prenez en considération que l'usage non rationnel d'antibiotiques ou l'usage courant d'antibiotiques, alors là, ça réduit le niveau de flore normale qui nous protège et résistante des agents pathogènes. Alors, l'antibiotique ne doit être prescrit que sauf s'il y a vraiment nécessité validée et justifiée et connue. Il ne faut pas prescrire d'antibiotiques, alors là, d'une façon abusive ou non bénéfique pour le patient. Alors, l'antibiotique lui-même, alors là, il peut donner des effets secondaires qui sont néfastes et peut favoriser aussi le développement d'infections associées aux soins par la réduction du niveau de flore normale et la résistance, aussi il augmente la résistance des agents pathogènes. Les interventions médicales et chirurgicales peuvent perturber de nombreux mécanismes de défense naturelle. On sait très bien qu'on a beaucoup de systèmes de défense naturelle, surtout au niveau de nos orifices, et les examens et explorations invasives peuvent alors nous prédisposer au risque de contracter d'infections associées aux soins, surtout si les mesures de prévention contre l'infection n'ont pas été observées lors de ces examens-là. 2. Les appareils à demeure peuvent introduire des micro-organismes pathogènes dans le corps, comme les sondes urinaires ou les sondes nasogastriques. Et vous le savez très bien que beaucoup de nos patients souffrent
d'infections associées aux soins, surtout ou en rapport avec le pose c'est-à-dire ils ont posé les sondes urinaires sans observance de mesures de prévention et contrôle d'infection spécifiques. Et on va voir peut-être dans un webinaire vraiment les mesures spécifiques de la prise en charge d'un patient ayant un sondage urinaire à demeure. Le pénurie de personnel, on manque d'infrastructures appropriées. Lavabo, chambre d'isolement peuvent entraîner aussi une mauvaise pratique de la PCI qui augmente les risques d'infection associés aux soins. Chers collègues, vous êtes en train de voir en bas, c'est un document qui est développé par le collègue ICANN, African Infection Control African Network, et le lien, il est disponible en anglais. Vous pouvez voir tous ces données-là et en voir même d'autres données par rapport à ce sujet. Alors, c'est pourquoi j'ai parlé ici de ça, parce que en parlant de deuxième diapo que vous voyez maintenant, ici, on va développer les facteurs qui augmentent la probabilité d'infection associée aux soins. Il y a toute une liste que vous pouvez se référer en détail dans le lien qui existe dans les autres diapos précédentes. Et ici, même ce diapo-là, je ne vais pas beaucoup expliquer, juste je veux le survoler rapidement, mais pour plus de détails spécifiques, vous pouvez aller sur le lien que j'ai partagé avec vous et vous pouvez trouver plus de détails. Il y a des facteurs majeurs et par exemple, le premier facteur majeur, c'est le facteur administratif. Par exemple, dans le facteur administratif, il y a le facteur spécifique, par exemple, pénurie de personnel. Alors, quel lien? Vous voyez le titre ici. Les facteurs administratifs augmentent la probabilité d'infection associée aux soins. Alors, comment l'explication entraîne la prise de raccourcis qui compromettent les normes de pratique de PCI? S'il n'y en a pas assez de personnel, alors le personnel prend des raccourcis pour exécuter les soins. Alors là, ce qui va compromettre les normes de pratique des soins et engendrer des infections associées aux soins. Par exemple, la troisième, absence de politique et de structure de PCI écrite. C'est-à-dire, ça, c'est un facteur de risque. C'est-à-dire, il n'y a aucune directive formelle aux normes de pratique dont les professionnels de santé peuvent être tenus responsables. C'est-à-dire, si l'administration responsable vraiment écrive les standards, les SOP et les politiques qui sont clairs, par exemple, comment on prépare un patient pour mettre une sonde vésicale, comment on fait la sonde vésicale, comment on fait l'entretien quotidien de sonde vésicale et comment on fait l'ablation de sonde vésicale. Alors, si le personnel n'a pas des directives formelles, claires et écrites, alors là, on ne peut pas les tenir responsables. Et ainsi de suite, là, ces éléments-là, peut-être on va les prendre spécifiquement plus tard. Si on va avoir des infections associées aux soins, on les prend exemple par exemple, on donne les recommandations spécifiques à chacune. Alors, je passe les facteurs, quels sont les principaux types d'infections transmises dans un établissement de santé. Alors, le spectre de l'infection associée aux soins comprend toute infection qui se développe 48 heures au plus après l'hospitalisation. Mais cette durée-là, comme l'a dit mon collègue Valérie, il a ajouté, elle est aussi en fonction du temps d'incubation. Elle varie selon le temps d'incubation d'un germe à un autre. Deuxième point, les infections associées aux soins comprennent les infections spécifiques au site. Par exemple, si on prend les infections associées liées à la circulation sanguine et liées au site opératoire. Alors, par exemple, la circulation sanguine, le site opératoire, la peau et les tissus mous, les infections urinaires, respiratoires et gastro-intestinales. D'accord? Alors, ici, c'est spécifique au site. Le troisième point, les infections associées aux soins peuvent également survenir en relation avec les dispositifs médicaux, appelés infections associées aux dispositifs. Par exemple, infection du sang associée au cathéter
central, voire même cathéter veineux périphérique, événements associés à la ventilation, surtout pour les patients qui sont intubés sous machine, et infection de voies urinaires associées au cathéter ou aux sondes urinaires. Alors, comme vous le voyez, ici, on a essayé de le classifier en deux, soit les infections associées aux soins spécifiques au site, soit les infections associées aux soins, alors là, en relation avec les dispositifs associés aux dispositifs médicaux. Mais en général, on les appelle infections associées aux soins. Je passe. Alors, concernant les agents pathogènes qui peuvent être en cause des infections associées aux soins, il y en a beaucoup, mais il y en a ceux qui sont le plus communs, le plus répandus. Et parmi ceux-ci, il y en a le Escherichia coli, il y en a le Staphylococcus aureus, il y a le Pseudomonas. Alors là, principalement ces trois-là, mais malheureusement, dans les pays à ressources limitées, on n'a pas les moyens d'investigation spécifiques pour vraiment déterminer les agents pathogènes impliqués ou incriminés dans ces infections-là, ni des définitions des cas spécifiques. On se trouve souvent obligé d'adopter des définitions des cas, alors dans la littérature internationale comme celle de CDC Atlanta ou autres organismes organismes internationaux spécifiques. Alors, je passe. Le type d'agents pathogènes associés aux soins et leur profil de sensibilité aux antibiotiques varie pour chaque établissement de santé et changera au fil du temps. C'est-à-dire, ce n'est pas commun. Alors là, il peut varier d'un hôpital à un autre et aussi, il peut varier dans le temps. Alors, malheureusement, on est en train de voir souvent de nouveaux agents pathogènes qui sont introduits dans un établissement, surtout lors des épidémies. Et celles-ci deviennent plus difficiles à éliminer, plus ils restent longtemps dans l'environnement ou sur le patient ou le personnel colonisé. Actuellement, on voit des patients ou des personnels qui sont colonisés par un de ces agents pathogènes-là. Et bien sûr, ils vont devenir le réservoir, ils vont infecter les patients et leurs collègues. Certaines installations utilisent un système de surveillance au niveau de laboratoire pour les infections associées aux soins basées sur des organismes d'alerte. C'est-à-dire, ce système de surveillance au niveau de laboratoire, s'il y a un prélèvement bactériologique qui a été fait, le personnel de laboratoire, alors là, du moment qu'il notifie présence de Escherichia coli, alors dans un ECBU, examen cytobactériologique des urines à répétition ou autre, ou présence de Staphylococcus aureus lors des diarrhées à répétition, alors il lance l'alerte pour le service ou pour la direction d'hôpital ou pour l'équipe de prévention en cas de l'infection pour pouvoir agir. C'est-à-dire l'alerte, elle peut être déclenchée au niveau du laboratoire. 3 bactéries représentent la moitié des germes isolés dans le cadre d'infection nosocomiale. Ça dans la littérature internationale et même l'OMS a parlé de ça. Les Escherichia coli, dans 26% des infections nosocomiales, normalement, il vit naturellement dans les intestins de chacun d'entre nous. Le Staphylococcus aureus, 16%. Normalement, il est présent dans la muqueuse du nez, de la gorge et sur le périnée. Environ 15 à 30% des individus. Le Pseudomonas aeruginosa, 8,4%. Il se développe dans le sol et en milieu humide, normalement les tuyauteries et les robinetteries. On va revenir à ça. Alors, la prévention, comment on peut prévenir les infections associées aux soins? Alors, il est très simple. Le risque de transmission d'infection dans les établissements de santé peut être réduit en appliquant des interventions et en modifiant le comportement du... Je m'excuse, je ferme la fenêtre.
je reprends, le risque de transmission d'infection dans les établissements de santé peut être réduit en appliquant des interventions et en modifiant le comportement du personnel, bien sûr, dont principalement, comme vous le savez, les précautions standards, ils sont à la base, d'accord, de les précautions basées sur la transmission. C'est-à-dire, on a des précautions standards qui doivent être observées par tous les soignants lors de tout soin pour tous les patients. Et on rajoute les précautions basées sur la transmission. C'est-à-dire, s'il y a suspicion de transmission contact, il y a des mesures spécifiques pour prévenir la précaution contact, il y a les précautions micro-gouttelettes, il y a les précautions R. Comme on peut trouver dans des situations où on est obligé de joindre deux modes de transmission ensemble. On peut trouver les précautions standards plus précautions basées sur mode de transmission gouttelette et mode de transmission contact. Notez bien, dans la hiérarchie des mesures de contrôle d'infection, les EPI sont au bas de l'échelle d'efficacité. Alors, les précautions standards, auparavant appelées précautions universelles, réduisent le risque de transmission de l'infection à partir de sources d'infection connues et inconnues. Ces précautions doivent être appliquées à tous les patients, comme je l'ai dit, en toutes circonstances, lors de toute nature de soins, quel que soit qu'ils soient ou non connus pour présenter un risque d'infection. S'il y a risque ou il n'y a pas risque, il faut prendre ou observer ces mesures-là. Les exemples de précautions standards dans la tête des listes qu'on rappelle et on sollicite et on souhaite, on recommande et on demande, c'est l'hygiène de main et l'hygiène de main et l'hygiène de main, mes chers collègues. Deuxième, l'usage des EPI appropriés selon les risques qui a été évalué. Et l'autre exemple, la pratique d'injection sûre ou sécuritaire. D'accord? Alors, quelles sont les précautions basées sur la transmission? Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Les précautions basées sur la transmission sont des interventions, comme vous le savez, mises en place pour réduire les risques de transmission d'infection pour un mode de contamination particulier. J'ai parlé de ça. Par exemple, précautions contre la tuberculose en cas de transmission aérienne. Vous savez très bien que le bacille de Koch se transmet par voie aérienne. N'oubliez pas, chers collègues, que les précautions basées sur transmission, BPT, sont toujours appliquées en complément aux précautions standards, comme je l'ai dit. Je l'ai dit aussi, gardez dans l'esprit que de nombreux agents pathogènes ont plus d'une voie de transmission, comme la varicelle, par exemple, nécessitent la précaution transmission aérienne et contact. Alors, quel est le rôle du laboratoire? Bon, je ne sais pas s'il y en a parmi vous des collègues qui travaillent dans le laboratoire ou des collègues qui gèrent des laboratoires, sont des responsables dans les laboratoires, mais ce sont des recommandations d'ordre général. N'oubliez pas que, chers collègues, pour les infections associées aux soins, l'épidémie des infections associées aux soins, leur prévention et leur contrôle est conditionné et dépend obligatoirement d'un service de laboratoire, surtout bactériologique. D'accord? Alors, en premier lieu, l'équipe de PCI doit avoir une coordination solide, continue, claire et observable avec le service ou les collègues qui sont en charge de la PCI. Il doit y avoir une bonne coordination entre l'équipe PCI et celle de microbiologie. Ceci, bien sûr, pour contribuer à une meilleure prise de conscience des risques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le laboratoire peut alerter, l'agent de laboratoire ou le technicien de laboratoire peut notifier dans de multitudes de ces CBU, examen cytobactériologique des urines, qu'il y a beaucoup de cultures qui sont positives à Escherichia coli ou Pseudomonas ou autres. Alors là, c'est lui qui va alerter, déclencher l'alerte et avertir. Bien sûr, et à de meilleures pratiques de prévention et contrôle d'infection. Dans de nombreux contextes, l'accès aux résultats de laboratoire est difficile, soit parce que le laboratoire est situé loin,
ou qu'il n'a pas suffisamment de personnel pour interagir directement avec le service clinique ou même manque de ressources, notamment matérielles et réactifs. On sait très bien la réalité de beaucoup de nos hôpitaux. Alors, les collègues laboratoires sont surchargés. Parfois, on trouve le nombre, il est limité. Et même, il n'y a pas un mécanisme avec lequel ils peuvent communiquer directement pour passer l'information aux collègues des services hospitaliers ou à l'équipe de prévention contrôle d'infection. Une relation étroite avec le laboratoire permettra d'accéder aux résultats urgents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ici, comment prévenir la transmission de l'infection au personnel de laboratoire? Malheureusement, dans les formations PCI, généralement, ça cible le personnel soignant. Quand on dit personnel soignant, c'est-à-dire ceux qui sont en charge des patients directement. Nos collègues dans le laboratoire, ils reçoivent les échantillons, ils travaillent ces échantillons et rarement ils ont de contact avec les patients. Sauf que dans quelques pays ou des hôpitaux, ce sont eux-mêmes qui font le prélèvement de ces données-là. Mais comment on peut prévenir les infections au niveau de laboratoire? Ça peut être une formation spécifique à nos collègues au laboratoire. Alors, les collègues, le personnel ou les techniciens de labo, ils risquent de contracter une infection par exposition au sang, au liquide organique, aux éclaboussures, aussi aux aérosols lors de manipulation des échantillons. Normalement, la planification de la conception du laboratoire, les dispositifs de sécurité, le flux de travail, quand je dis le flux de travail, les in-out, les entrées et sorties, soit d'échantillons de personnel, et les techniques de manipulation des échantillons est essentiel pour réduire ces risques-là. Il y a des recommandations spécifiques qui ne sont pas sujet de notre présentation aujourd'hui. De plus, les travailleurs ou le personnel de laboratoire doivent être complètement immunisés. Quand je dis immunisés, dire vaccinés, par exemple, principalement pour l'hépatite B, le tétanos et autres maladies à potentiel épidémique dont il existe un vaccin. La qualité des prélèvements des échantillons de laboratoire. Alors, n'oubliez pas que les résultats dépendent de la qualité ou les conditions de prélèvement, que ce soit du sang, des urines ou autres liquides biologiques. Parce que si les mesures de prévention et contrôle d'infection, si la technique n'a pas été observée lors des prélèvements d'urine pour un SCBU, on peut se trouver devant un échantillon qui est multicontaminé ou contaminé par la flore bactérienne ou avec des multibactéries. Même chose pour le prélèvement du sang, que ce soit pour pour analyse bactériologique. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais je vais donner les conseils de base suivants. Ils peuvent améliorer les résultats de nos tests de laboratoire. Normalement, on doit étiqueter le formulaire de demande au complet avec les détails du patient, le coordonnées du clinicien, du médecin demandeur, le service de l'établissement qui a soumis l'échantillon, une indication claire des tests requis, de quoi on a besoin. On a besoin de faire le CPR, la vitesse de sédimentation, la culture ou autre, on doit spécifier. Une brève histoire clinique avec un diagnostic présumé, on peut mettre le diagnostic du patient, ou si on n'a pas encore posé le diagnostic, au moins quels sont les signes cliniques ou l'hypothèse que vous avez. N'oubliez pas de mentionner si le patient a été mis ou il est sous une antibiothérapie récente. Obtenez votre échantillon en utilisant une meilleure technique. Bien sûr, ici, obtenir, c'est-à-dire le prélèvement. Il faut toujours une technique aseptique pour les hémocultures. Échantillon du port d'échantillonnage d'urine. Si on va prélever des échantillons d'urine sur un sondage cathéter, il y a une technique spécifique à observer. Sinon, nos tests ne sont pas vraiment de qualité et on peut avoir de faux résultats. Assurez-vous que vous utilisez le conteneur ou tube approprié avec, que ce soit les anticoagulants spécifiques, c'est le poudre d'état, c'est l'héparine, c'est le je ne sais pas quoi qui est là, qui existe, c'est l'acétate ou autre. Il faut que ce soit étanche et non pas périmé pour le test demandé.
Il faut placer l'échantillon et le formulaire de demande dans un sac transparent étanche, de préférence dans deux petites poches séparées. Assurez-vous que l'échantillon est livré rapidement au laboratoire. Certains échantillons peuvent nécessiter une réfrigération dans l'attente de le transporter au laboratoire. D'accord? Alors, utilisation et interprétation des résultats microbiologiques. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ça aussi, mais il est capital, si les mesures de qualité ou techniques ont été observées pour le prélèvement et au niveau de travail au laboratoire, normalement, on doit avoir des résultats qui sont assez fiables et peuvent nous aider pour l'identification, le diagnostic d'infection associée aux soins, la prise en charge, la prévention et le contrôle. Alors, normalement, les décisions concernent les traitements antibiotiques et d'autres, c'est le clinicien qui peut débuter ça. Normalement, les antibiotiques doivent généralement démarrer comme une meilleure estimation, traitement empirique, puis modifier en fonction de réponses cliniques, c'est-à-dire en tenant compte des résultats de laboratoire. Les résultats de la microbiologie sont particulièrement utiles dans la gestion des antibiotiques qui visent à réduire l'usage, comme je dis, excessif ou inapproprié des antibiotiques. Par exemple, lorsqu'un organisme n'a pas été isolé, aucune infection virale éprouvée, alors pourquoi on va continuer à donner des antibiotiques à un patient si on n'a isolé aucun antibiotique et c'est une infection virale? En quoi ça avance de donner des antibiotiques aux patients? Au contraire, donner des antibiotiques à un patient auprès desquels on n'a pas isolé des germes et le patient, par exemple, n'a pu notifier qu'il a une infection virale, alors là, ça le met en risque de contracter une infection associée aux soins, ça le fragilise. Bien sûr, et surtout si le patient s'améliore, les antibiotiques peuvent souvent être arrêtés en toute sécurité. Si un agent pathogène est identifié, le choix d'antibiotiques doit être ciblé, c'est-à-dire à l'agent pathogène isolé. S'il vous plaît, il y a, maintenant ce n'est pas le sujet de notre discussion, mais il y a beaucoup de classes d'antibiotiques. Alors là, et les germes réagissent, que ce soit gram positif ou négatif, alors réagissent différemment. Il y a des antibiothérapies spécifiques au système et spécifiques aux germes. D'accord? Alors là, on ne peut pas utiliser d'emblée une antibiothérapie à gram positif et négatif pour un petit germe simple. Je n'ai pas dans ma tête des exemples maintenant, mais juste à titre d'exemple, j'ai dit ça. N'oubliez pas que les résultats microbiologiques, en particulier lorsque les échantillons n'ont pas été correctement obtenus, peuvent refléter une contamination par la flore cutanée ou des micro-organismes pathogènes qui ne font que coloniser le site, mais ne provoquent pas l'infection. Je l'ai dit ça tout à l'heure. Alors, j'espère que je ne suis pas trop rapide pour que vous pouvez assimiler ça, mais avec mon collègue Anthony, vous pouvez soumettre vos questions et on essaie de répondre à vos questions. Dernier ou avant-dernier chapitre, les actions clés généraux et pas spécifiques dans la gestion d'une épidémie d'infection associée aux soins en milieu hospitalier. Et si je prends l'exemple, on peut trouver dans un service, par exemple, de chirurgie, un grand nombre de patients qui ont développé ou leur plaie chirurgicale a été infectée. On a fait une chirurgie normalement aseptique suite à une hernie ou je ne sais pas quoi. Et nos patients, après ces chirurgies-là, toujours on a soit des abcès de paroi, soit des infections au niveau du site opératoire. C'est-à-dire, beaucoup de patients qui développent des infections, il y a un problème quelconque là. Alors, comment on va agir? Alors, au niveau du service maternité, la majorité des parturientes en postpartum développent des infections. Alors, les patients qui ont des sondes urinaires développent des infections. Alors, ici, je vais parler des actions clés généraux pour qu'on puisse gérer une épidémie d'infections associées aux soins, par exemple, chez les patients, un groupe de patients dans un service de médecine porteurs de sondes urinaires ou dans un service de chirurgie, des patients qui ont été opérés dans le cours de 2 semaines ou dans un service de maternité, les parturients qui ont accouché il y a 1 mois. Alors, le premier élément, c'est l'enquête.
Alors, normalement, l'enquête, elle sera lancée automatiquement suite à une alerte. L'alerte peut être déclenchée soit par l'équipe soignante, les infirmiers, les infirmières, les sages-femmes, les médecins ou autres personnels de santé, soit par le laboratoire. Alors, ici, s'il vous plaît, si vous observez un groupe de patients qui ont des symptomatologies communes ou des infections suite à des actions, des interventions médicales ou chirurgicales, alors lancez l'alerte. Alors, pour qu'on fasse une enquête initiale pour déterminer la nature de l'épidémie dans les 24 heures suivant le déclenchement de l'alarme. Cela implique d'établir le nombre de cas qui ont été vus, les symptômes qui ressentent et le moment où les symptômes sont apparus. Une évaluation des risques sera également effectuée pour déterminer les risques de transmission aux autres patients, au personnel, au grand public. Je me rappelle dans des services, par exemple, où il y a eu beaucoup d'infections du site opératoire. Alors là, c'est le système de stérilisation qui est défaillant, ou c'est les chariots de pansement, le matériel utilisé pour le pansement, ou la technique utilisée par le médecin ou l'infirmier pour la réfection ou des pansements. D'accord? C'est à partir de là qu'on fait l'évaluation pour pouvoir agir à temps. Deuxième point, on doit déclarer de foyer, on doit définir les cas et planifier les interventions. Suite à l'évaluation initiale, suite à l'alerte, on détermine si une épidémie existe ou non. Si ce sont que quelques cas limités, alors ce n'est pas une épidémie, mais si vraiment une épidémie existe, alors là, on doit la déclarer, informer les supérieurs hiérarchiques, autorités sanitaires selon le protocole. D'un pays à un autre, ça diffère. Je peux informer le surveillant de service, le surveillant chef, infirmier, je peux informer le chef de service, je peux informer le responsable, je ne sais pas, de l'équipe PCI, l'administration. Ça varie selon le protocole d'un hôpital à un autre, d'un service à un autre, d'un pays à un autre. L'équipe doit établir une définition des cas, planifier les infections, les interventions et lancera une enquête. Ici, l'enquête, elle diffère de l'enquête initiale. On doit aussi planifier des réunions périodiques de comité PCI, de comité ou de comité de gestion d'épidémie, aux côtés d'autres parties impliquées de l'enquête et le contrôle de l'épidémie, tel que le personnel hospitalier et tout autre tiers impliqué dans ces activités de prévention ou de gestion de cette épidémie-là. Alors, les mesures qui doivent être mises en œuvre, mesures de contrôle immédiat, telles que l'hygiène des mains, équipement de protection individuelle, isolement de patients, un nettoyage environnement amélioré sont rapidement mis en œuvre si nécessaire pour atténuer la propagation de l'infection. Et comme je l'ai dit, j'espère avec mes collègues, on va planifier, on va prendre des exemples dans un webinaire, infection par exemple du site opératoire. On définit, on donne les mesures de contrôle spécifiques aux infections du site opératoire. D'accord? Ici, je reprends, ce sont des mesures généraux. Les patients infectés sont traités par antibiotiques ou antiviraux, chimioprophylaxie ou vaccination selon la nature de l'infection. On doit faire le suivi, une gestion continue. Les équipes se réunissent régulièrement pour suivre l'évolution de l'épidémie. Les équipes dont j'ai parlé tout à l'heure. Les patients, je m'excuse, les patients sont étroitement surveillés pour assurer une détection et une prise en charge rapide de tout nouveau cas qui survient. Les personnes touchées, les contacts et les familles sont informés de l'infection et de l'épidémie. Et la liaison avec les autorités locales et les agences environnementales a lieu si nécessaire. Septième point, déclaration d'épidémie est terminée. S'il n'y a plus de risque pour la santé publique ou pour les autres patients, que le nombre de cas a diminué ou que la source a été éliminée, l'équipe de gestion déclare l'épidémie terminée. Ici, même cas, si on a des cas de Covid, hein, c'est la même chose si on a un cas de choléra. C'est la même chose si on a un cas de fièvre typhoïde. Si on a un cas de fièvre hémorragique, Ebola, Lassa ou autre. C'est la même chose, non? Rédaction et rapport final. N'oubliez pas que le rapport ou la conclusion du rapport final
publiées afin que les leçons soient apprises, les recommandations peuvent être rendues publiques et informer la gestion des futures épidémies. Alors, les infections les plus fréquentes, rapidement, ici, vous pouvez voir que les infections, 30% des infections associées aux soins sont des infections urinaires, 29% infections de la peau, des tissus mous, des voies respiratoires supérieures ou autres infections. 10% ils développent des bactériémies ou des septicémies, 14% des infections du site opératoire et 17% ce sont des pneumonies. Alors, le pneumonie rapidement, les pneumonies nosocomiales se développent au moins 48 heures après l'hospitalisation. Les agents pathogènes les plus fréquents sont les bacilles gram négatifs, Staphylococcus aureus. Les micro-organismes résistants aux antibiotiques représentent un problème important. Actuellement, on est en train de notifier qui est le Staphylococcus aureus. Alors, il commence à devenir résistant aux antibiotiques qui sont prescrites pour les patients ayant de pneumonie. La symptomatologie comprend une sensation de malaise, fièvre, etc., frisson, toux, dyspnée, de douleur. Ce n'est pas le sujet, mais juste à titre indicatif, j'ai partagé ça avec vous. Le diagnostic est suspecté en fonction de la clinique ou de la radiothorax, comme vous le voyez ici. Alors, le champ, je m'excuse, pas. Là. Le traitement, bien sûr, repose sur l'antibiotique. Le pronostic global favorable du fait des facteurs de morbidité. L'infection de site opératoire, alors là, comme vous voyez ici, si des mesures n'ont pas été observées lors de la suture ou lors de l'acte opératoire, lors de l'incision ou lors des pansements, on peut voir développement des infections. Alors, les berges de la plaie commencent à devenir inflammées. Alors, on va avoir des essences des sutures, les sutures qui lâchent, et on peut voir aussi du pus qui est franc, qui est évacué par les points où il y a des essences de suture. Alors, pour l'OMS, il a été démontré que les infections du site opératoire représentent jusqu'à 20% de toutes les infections nosocomiales. Au moins 5% des patients subissant une infection, une intervention chirurgicale, développent une infection du site opératoire. Ça, c'est surtout pour les pays qui ont les moyens de notifier ça. Une infection du site opératoire peut aller d'un écoulement spontané, limité de la plaie, dans les 7 ou 10 jours, suivant une opération à une complication aussi post-opératoire potentiellement mortelle aussi. Les septicémies ou les bactériémies représentent un grand problème actuel dans le monde et même dans beaucoup de pays du continent africain. Et j'espère qu'on pourra avoir un webinaire spécifique pour parler de ça, septicémie et mesures de prévention, contrôle d'infection. C'est une complication grave suite à une infection. Quand on dit infection, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de prévention de cette infection et de contrôle de cette infection. L'état septique, selon l'OMS, touche de manière disproportionnée les populations vulnérables, principalement les nouveau-nés, les femmes enceintes, et les femmes qui ont accouché aussi, les personnes vivant dans les milieux à faibles ressources. Environ 85% des cas d'état septique de décès connexes surviennent dans ce milieu-là, dans les milieux à faibles ressources. Près de la moitié de 49 millions de cas d'état septique concernent chaque année des enfants, ce qui entraîne 2,9 millions, presque 3 millions de décès. C'est-à-dire sur 49 millions d'états septiques identifiés chez les enfants, dont 3 millions de décès, dont la plupart pourraient être évités par un diagnostic précoce et une prise en charge clinique appropriée. Ces décès sont souvent la conséquence de maladies diarrhéiques ou d'infections de voies respiratoires inférieures. Les causes les plus fréquentes des sepsis ou d'état septique de l'adulte sont la pneumonie, la perforation intestinale, les infections de voies urinaires et les infections cutanées sévères. Les infections obstétricales, notamment les complications liées à un avortement ou une infection suite à une césarienne, je vois même parfois à des épisiotomies qui ne sont pas faites dans les règles de l'art, sont la troisième cause de mortalité maternelle la plus fréquente. À l'échelle mondiale, on estime que pour 1000 femmes qui accouchent, 11 femmes souffrent d'un dysfonctionnement organique grave lié à infection ou décès. Ça, je l'ai dit
globalement la moyenne. Dans les pays à ressources limitées, l'état est plus grave. Les infections au Clostridium difficile. Alors, infection au Clostridium difficile. Alors, les infections au Clostridium difficile, reclassées depuis 2013 comme Peptoclostridium difficile, est une bactérie gram-positive anaérobie stricte responsable des colites dont le modèle est la colite pseudomembraneuse survenant à l'occasion d'une antibiothérapie. Peut être une complication suite à une antibiothérapie. La colite à Clostridium difficile reste la principale cause de diarrhée nosocomiale, mais on observe une augmentation des cas aussi communautaires. La prise en charge thérapeutique repose sur la sévérité de la colite, le nombre d'épisodes d'infection à Clostridium difficile et les facteurs de risque de récidive. Les infections de voies urinaires sont classées, causées par la présence et la multiplication des mécanismes dans les voies urinaires. Les infections urinaires peuvent entraîner plusieurs syndromes cliniques, dont la pyélonéphrite aiguë chronique, infection des reins et du bassinet, la cystite, l'urétrite, l'épidémite et la prostatite. L'infection peut se propager aux tissus environnementaux. Le taux de réussite de récidive, est élevé et la résistance aux croissance des antimicrobiens parmi les uropathogènes menace d'augmenter considérablement le fardeau économique de ces infections-là. Alors, la prévention, alors je ne vais pas me retarder sur la prévention au milieu parce qu'on va revenir un à un, mais ils sont clairs et j'en ai parlé un peu au début. Alors là, vraiment, sont des rappels, c'est l'hygiène de main, c'est beaucoup d'éléments en rapport avec ça. Pour conclure, la prévention des infections dans le milieu de soins est l'affaire de nous tous, patients, visiteurs, professionnels de santé. Bien que l'hospitalisation prolongée et l'immunodépression puissent accroître les risques d'infection, les travaux de recherche montrent que l'application des mesures de prévention contre l'infection peuvent aider à réduire ces risques en diminuant sensiblement le taux d'infection global et par conséquent l'exposition. Ces mesures comprennent aussi bien le comportement individuel que le politique visant l'ensemble de l'établissement. Je vous remercie tous et vous trouvez les références à la fin ici si vous avez besoin d'approfondir vos connaissances. Je vous remercie de nouveau pour votre patience et je passe la parole à mon collègue Anthony. Merci beaucoup, Prof. Chedli, pour une très bonne présentation. Honnêtement, c'est fantastique et merci pour l'introduction des infections associées aux soins. C'est un topic très important pour la PCI et on sait que c'est ça notre objectif comme des points focaux ou bien des personnes pour la PCI. C'est ça que nous voulons, la prévention des infections dans les établissements de soins. Bon, maintenant, on n'a pas notre présentateur de Africa CDC pour la mise à jour de la situation EPI. Aujourd'hui, malheureusement, il y avait une autre réunion qui ne peut pas partir, alors il n'est pas avec nous aujourd'hui. Alors, on va juste commencer avec la discussion, avec les questions et réponses. Comme panéliste aujourd'hui, on a Chedli. Je vois aussi Dr. Bissou de OMS Afro, merci. Danica était avec nous de CDC Atlanta, mais elle doit partir aussi pour une réunion. Et puis, je vois Dr. Itaka Lias avec nous aussi, merci. Bon, je vais commencer avec les questions qui sont dans la fonction de questions et réponses. Puis après, peut-être s'il y a quelques-uns de vous qui aimeraient poser vos questions live, ça serait possible aussi. Bon, on commence avec la première question ici. Merci, professeur, pour la présentation. En résumé, pouvons-nous conclure que les facteurs susceptibles de provoquer un IAS dans un milieu de soins sont liés à ces trois éléments, à savoir le patient, le personnel soignant et l'environnement des soins? Est-ce que c'est ces trois éléments, les principaux éléments pour provoquer un IAS? Bon, je vais commencer avec ça, puis je vais demander à Chedli d'ajouter. Absolument, comme un résumé, c'est ces trois choses, mais on sait en réalité, il y a plusieurs détails
en dessous de chacun de ces éléments. On sait que pour les patients, ça dépend de leur immunité, ça dépend de leur état, ça dépend de si la personne est en bonne santé, par contre, quelqu'un qui prend de chimo, peut-être pour le cancer, quelque chose comme ça. Pour le personnel soignant, ça dépend beaucoup sur leur action, leurs gestes qu'ils font, le comportement pour l'hygiène de main. Est-ce qu'ils suivent les bonnes pratiques? Et pour l'environnement, ça dépend beaucoup sur les matériels, les conditions. Est-ce que c'est possible de nettoyer ou pas? Est-ce que vous avez des quantités suffisantes? La décontamination et tout de suite. Donc, on sait qu'il y a plusieurs éléments en dessous de chacun de ces trois éléments, mais c'est vrai que ces trois éléments sont les éléments principaux. Mais peut-être Chadli aimerait ajouter quelque chose sur ça? Oui, merci, merci. Ce que vous avez dit est vraiment bien. Ça se limite à ça. Mais on ne va pas entrer dans des détails qui peuvent vraiment perturber l'orientation, la concentration de collègues par rapport à ça. Peut-être Dr Bissou, il peut ajouter quelque chose s'il a à ajouter. OK, en bas, Dr Bissou, tu vas ajouter quelque chose? Oh non, bon, bonjour à tous, bonjour Anthony, Chetty, bonjour, comment tu vas? Non, 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 je vais rien ajouter de plus. Je crois il a essayé d'expliquer. On peut pas être un peu plus large sur la question, mais on va s'arrêter à ça. On n'a pas suffisamment de temps. On va passer à une autre question. Merci, Anthony. Merci, Dr Bissou. Bon, la prochaine question ici. Bonjour, prof. Un patient qui est admis au sein d'une formation sanitaire pour une fracture et qui n'avait pas de paludisme, mais des jours après, il faut un paludisme. Est-ce que c'est un IAS? Bon. Tu peux commencer, mon ami. Ouais. Bon, vraiment, ça m'a été posé plusieurs fois. Et, et j'étais dans des situations où il y avait des patients, lors de leur admission, n'avaient pas le palu, mais là, suite à une petite hospitalisation pour un petit bobo, alors là, chez lui, il avait la moustiquaire, il avait le fenêtre avec le moustiquaire aussi, le lit avec le moustiquaire, mais à l'hôpital, il a contracté ça. Alors là, à l'hôpital, il a contracté le palu. Alors là, je ne suis pas légalement placé pour dire que si c'est une infection associée aux soins. Parce qu'une infection associée aux soins, ça implique des obligations d'ordre éthique et légal. D'accord? Alors là, c'est pourquoi je ne peux pas être tranchant. Mais pour sûr, il peut avoir contracté le palu ou cette autre infection-là, il a contracté à l'hôpital. Je ne sais pas si Dr Bissou peut ajouter quelque chose. Oui, j'ai dit. En fait, je vais revenir sur une définition qui paraît un peu simple et on pourra trouver ensemble la réponse à la question. Une infection est dite associée aux soins quand elle survient au cours ou au décours de la prise en charge. Donc, la prise en charge diagnostique, thérapeutique, préventive, éducative, palliative. Et si cette infection n'était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge. Donc, vous voyez que ces deux termes-là sont importants. Elle n'est ni présente quand le patient arrive à l'hôpital, mais elle n'est pas aussi en incubation. Mais maintenant, est-ce que notre ami qui a posé la question pourra nous dire qu'on était dans une phase d'incubation? Vous savez qu'on est en zone d'endémie palustre, nous sommes en majorité connectés depuis l'Afrique. Donc, si on arrive à extraire cette partie incubation, alors on répondra qu'effectivement, c'est une infection associée aux soins. Mais parler du paludisme et parler d'une non-incubation en zone africaine, c'est un peu délicat. Voilà, donc on pourra prendre ça avec des pincettes. C'est vrai que cette question revient fréquemment lorsqu'on fait des webinaires, mais il faudrait comprendre la définition dans son ensemble et voir que certains éléments de la définition doivent permettre de pouvoir, avec
objectivité, arrêter une décision en termes de c'est une infection associée aux soins ou pas. Voilà. Je crois que cet élément de réponse peut aider le collègue à pouvoir catégoriser et conclure si la présence de paludisme au décours d'une hospitalisation peut être prise comme infection associée aux soins. Merci, Chadwick. Oui, merci. C'est un peu ça, oui. Oui, merci, Dr. Bissou. Merci, Chadli. Et merci notre collègue pour la question, parce que je vois que la logique est là, mais peut-être c'est juste, comme Dr. Bissou a bien expliqué, ça dépend vraiment de définition, puis aussi des choses qui existent ou bien plus concentrées dans le soin d'établissement. Bon, merci à vous. La prochaine question ici, avant de voir si quelqu'un veut demander une question live, y a-t-il un délai au bout duquel, après une sortie d'une formation sanitaire, on peut parler d'IAS? Oui. Ouais. Oui. Bon, je n'ai pas spécifié ça, mais si on parle ici des infections post-opératoires, elles sont considérées comme associées aux soins lorsqu'elles surviennent dans les 30 jours suivant une intervention. Par exemple, on a une intervention dans laquelle on a mis une prothèse ou un matériel prothétique. Alors, c'est limité. Alors, on peut parler d'infection associée aux soins après la sortie du patient. Alors, normalement, on peut aller jusqu'à 30 jours si notre patient a eu une intervention chirurgicale après laquelle on a implanté une prothèse ou un matériel, autre matériel prothétique. Oui, à vous. Merci, Chadli. Je vais demander maintenant si quelqu'un veut poser la question live. Je vois qu'il y a 2 mains levées. Je vais commencer avec Sunkalo Dao. Est-ce que tu veux poser votre question? Il n'a pas désactivé. Oui. Oui, voilà. allô? Allons-y. Oui, merci beaucoup à tous. Toutes mes excuses pour avoir raté les 2 premières réunions. Nous avons effectivement des cas de paludisme occasionnés par les transfusions sanguines. Ça, nous le mettons au compte des infections associées aux soins. Les gens qui sont arrivés, la goutte épaisse a été faite, il n'y a pas de paludisme. Et la transfusion a été faite. On trouve qu'après, il y a le paludisme qui déclenche. Une goutte épaisse est faite sur la poche, si on retrouve vraiment des plasmodium, ben, c'est une infection associée aux soins. C'est vrai que de façon originale et traditionnelle, les infections associées aux soins, ça concerne habituellement les autres types d'agents pathogènes, les bactéries, et dont les conditions d'hygiène ont été occasionnées. Ça, c'est la définition traditionnelle de base. Je pense que pour le cas de transfusion sanguine, on peut reconsidérer, élargir la définition à ce cas de paludisme transfusionnel. C'est purement associé aux soins, hein, à mon avis. Merci beaucoup. Merci. Anthony, je peux réagir? Oui, allons-y, Dr. Bissou. Alors, merci au collègue qui a fait cette intervention. En fait, vous savez, même pour les infections associées aux soins, ce qui est recommandé, c'est de faire des investigations pour réussir à prouver que c'est une infection associée aux soins. C'est un peu simpliste de dire que telle action posée est la cause de la survenue de telle infection. Je veux bien croire, et ça existe, je ne suis pas en train de nier l'existence d'infections associées aux soins après des transfusions sanguines. Je reprends la définition qui dit, et je répète, une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou au cours d'une prise en charge. La prise en charge, dans votre cas, peut être la transfusion sanguine. Mais attention, il vous faudra aussi démontrer que la poche de sang que vous avez transfusée, elle que vous incriminez, est bien infectée par du plasmodium. Vous arrivez à faire... C'est ce que je viens de dire. D'accord, c'est super. Vous m'avez suivi. Donc, je dis qu'on dit la même chose. Si vous permettez. Allez-y. Merci. Donc, si
votre test sur votre poche de sang vous dit que la poche est infectée, mais bien sûr, vous avez établi la relation de cause à effet, si cet élément-là suffit. Mais la question précédente posée dans le chat demandait, je viens pour une fracture, je sors avec un paludisme, aucunement on nous a parlé de transfusion, si Anthony reprenait la question qui est dans le chat box, et c'est à ça que nous répondions. Maintenant, si vous dites que vous transfusez une poche de sang infectée au paludisme et que le patient, après sa transfusion, sort positif au Plasmodium falciparum, ben en ce moment-là, vous avez la cause et vous avez l'effet qui est l'infection. Donc, si nous disons la même chose, ben, tant mieux. À vous, Anthony. Oui, c'est la même chose. Je vais argumenter davantage en ajoutant que une goutte épaisse doit être, de toute façon, on doit prouver qu'à l'entrée, il n'y avait pas de paludisme. On ne peut pas montrer qu'il n'y a pas de paludisme en incubation. On peut montrer qu'à moins à l'entrée, il n'y avait pas de paludisme. Ensuite, ça c'est une première condition. Deuxième condition, le paludisme est déclenché après la transfusion. Troisième condition, la poche qui a été transfusée contient des plasmodiums. Là, on rentre dans la définition que vous avez définie, l'assiette que vous avez mise pour contenir cette gamme d'infections associées aux soins. C'est un sujet à réflexion, mais nous pensons que vraiment avec ces trois critères réunis, c'est une infection associée aux soins. S'il n'était pas venu aux soins, il n'allait pas avoir son paludisme. Voilà. Merci, Sunkalo, pour cette intervention. J'aime bien que vous utilisez la logique qui était présentée aujourd'hui dans la présentation. Je pense qu'avec quelque chose comme le palu, des fois, ça devient un peu compliqué parce que ce n'est pas vraiment une infection qu'on fait la surveillance pour comme un IAS, mais comme tu as bien expliqué avec votre exemple, s'il y avait une transfusion et la personne qui a reçu cette transfusion n'avait pas le palu, mais après, il a reçu le palu à cause de ça, bon, c'est une infection associée aux soins, ça c'est vrai. Mais la plupart des infections qu'on fait la surveillance pour les IAS, plutôt sont des choses qui sont endémiques et en particulier dans l'établissement de santé comme, je ne sais pas les mots en français, mais des choses comme MRSA ou bien si même COVID, ça peut être un IAS associé aux soins. Si quelqu'un est admis dans un établissement de soins et il a le COVID, et puis ça se transmettre à un autre patient, ça c'est un IAS aussi. Donc, la logique est là, c'est clair avec votre exemple, mais plutôt dans le monde de la PCI, le PALU est un peu à l'extérieur de la PCI parce que la transmission, la plupart, c'est avec des moustiques et pas vraiment avec les actes de soins, mais dans le cas d'une transfusion, absolument, c'est possible de regarder ça comme un IAS. Mais on va continuer avec les autres qui ont levé les mains. Merci encore pour cet ajout. Je vais demander à Delors Mitanta. Est-ce que tu veux poser votre question? OK. Merci beaucoup, Anthony. Ma question, c'est en rapport avec le rôle du laboratoire tel que le professeur Chedri l'a dit. Nous savons que dans la plupart de pays africains, nous sommes dans un contexte de ressources limitées et les hôpitaux n'ont pas toujours l'équipement de laboratoire requis pour faire la caractérisation microbiologique. Parce qu'il a cité 3 germes plus fréquemment rencontrés dans les infections associées aux soins, notamment les Escherichia coli, les Staphylococcus aureus et les Pseudomonas aeruginosa. Lorsqu'il y a une alerte dans un hôpital suite à une infection associée aux soins suspectés, il a demandé qu'on fasse une enquête qui doit aboutir au recueil des échantillons pour identifier les germes en cause afin d'adapter éventuellement en dehors des mesures PCI, aussi la prise en charge thérapeutique. Alors je me demande, dans un contexte africain,
quelle serait l'approche peut-être proposée à défaut de la capacité des laboratoires d'identifier, d'isoler les germes? Qu'est-ce qui peut nous être conseillé par rapport à ça pour faire face à cette situation, étant donné que nous devons toujours établir les profils des germes que nous rencontrons dans notre milieu pour bien adapter notre arsenal thérapeutique en termes d'antibiothérapie éventuellement. Merci. Merci de leur. Chadli, tu veux commencer? Chadli, je pense que tu es en mute. Hein? Voilà. Oui, oui Anthony. Bon, je n'ai pas bien saisi la question. Je ne sais pas, le collègue, c'est-à-dire, il demande des recommandations par rapport à la non-disponibilité des examens bactériologiques spécifiques et approfondis pour isoler les germes et faire l'antibiogramme. C'est ça, non? Oui, Delors? Oui. OK, voilà. Bon. Oui. Oui, donc je voudrais dire que... c'est un peu ça, non? Oui, c'est en fait ça. Mais nous avons une capacité limitée en laboratoire en Afrique pour caractériser sur le plan microbiologique les germes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez raison, professeur, c'est dans ce sens-là. Oui, merci bien pour votre question, chers collègues. Vraiment, c'est un problème ressenti, et c'est vrai. On ne peut pas parler de prévention contrôle d'infection sans la disponibilité d'un service de laboratoire et spécifiquement d'un secteur, d'une section de bactériologie dans le laboratoire capable d'isoler les germes et faire les cultures spécifiques. Et on ne peut pas parler aussi de résistance aux antimicrobiens sans avoir aussi le même... c'est un grand problème. On ne peut pas parler d'infection associée aux soins et de prévention ou de contrôle des infections associées aux soins sans la disponibilité de services de laboratoire de bactériologie compétentes et avec. Autre chose, c'est que je sais très bien que les réactifs, et il y a beaucoup de ressources, que ce soit personnelles ou matérielles, financières, qui sont assez coûteuses pour avoir un laboratoire qui a le minimum des capacités de gérer cette dimension-là dont vous avez parlé, l'isolement et aussi le travail sur l'antibiogramme spécifique. Alors, mais actuellement, je n'ai pas de recommandations spécifiques à ça, juste que travailler et rechercher les ressources nécessaires pour avoir au moins les minimums, comme vous l'avez dit, d'identifier le germe en cause. Je ne sais pas si Dr Bissot a une réponse à compléter. Non, rien de mon côté. Merci. Oui, merci bien. Et merci encore, Chadli, et merci Delors pour la question. On va continuer avec les questions qui sont ici dans le questions et réponses. Merci beaucoup, Prof. C'est une très bonne présentation. Ma préoccupation, c'est un besoin de comprendre si la COVID-19 n'est-ce pas que c'est un IAS dans le service pneumologie. Bon, on sait que la COVID-19 peut être un IAS, mais pas seulement dans le service de pneumologie, mais partout même. Mais je ne sais pas, Prof, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ici? Oui, merci Anthony, merci notre collègue Giscard de RDC. Vraiment, je remercie le collègue pour leur interaction, pour les questions, les préoccupations qu'ils posent. Je sais très bien qu'ils ont beaucoup de soucis par rapport à la réalité de terrain que nous, parfois, on ne perçoit pas de la même façon qu'ils la perçoivent, et l'ampleur aussi de ça. Comme vous l'avez dit, vous avez tout à fait raison, Anthony. On ne peut pas spécifier le service de pneumologie. Mais malheureusement, je le dis, si les mesures de prévention contrôle d'infection et le personnel formé en prévention contrôle d'infection mettent les mesures spécifiques de prévention et de contrôle, on peut vraiment gérer ces épidémies-là. Que ce soit des épidémies avec infection associée aux soins ou même des épidémies communautaires là,
à ramener dans l'hôpital. Oui, c'est une infection associée aux soins, mais dont la responsabilité de la prévenir et de la gérer nous revient à nous, chers collègues. Merci à vous. Merci, Chadli. Dr. Bissou, tu veux ajouter? Oui, je vais ajouter, merci Anthony. En fait, je vais dire que dans le cadre de la COVID-19, ce n'est pas effectivement uniquement dans le service de pneumologie. Alors, l'OMS travaille depuis le début de la pandémie dans le cadre de pouvoir investiguer les infections associées aux soins. Et dans ce cadre-là, vous savez très bien que la protection du personnel de santé, comme de tout patient, fait partie des priorités de l'Organisation mondiale de la santé. Et surtout pour le personnel de santé, parce que le personnel de santé paye un lourd tribut. Alors, dans cet ordre d'idées, il y a des outils qui ont été développés, des outils qui d'abord évaluent même le risque d'exposition du personnel de santé sur le lieu de travail. Et dans ces outils, cet outil permet, après remplissage, de savoir que le poste que va occuper le personnel de santé, médecin, infirmier, sage-femme et j'en passe, est un poste à risque. Et donc, il y a des mesures qui doivent accompagner pour réduire le niveau de risque. Ça, c'est un. Et malheureusement, lorsque ce personnel arrivait à être infecté, il y a encore des outils d'investigation, bien sûr, mais de gestion de cette infection, gestion dans le cadre où non seulement il est personnel de santé, c'est vrai, il y a la main-d'œuvre qui va prendre un coup, mais c'est aussi un individu donc, qui a besoin d'une prise en charge aussi bien médicale que psychologique. Vous saviez, aujourd'hui, c'est vrai que la COVID va faire un peu moins peur entre griffes que dans les débuts, mais il fallait prendre l'homme dans toute sa dimension. Et donc, je vais bien répondre à la question du collègue. Effectivement, il y a des risques d'infection associés aux soins pour le personnel de santé, pour le visiteur, pour le malade lui-même. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là et certains pays ont commencé à utiliser ces outils-là. Les résultats sont connus et des actions sont en train d'être prises par les différents ministères de la Santé, accompagnés par l'Organisation mondiale de la santé, pour pouvoir mitiguer toutes ces infections-là. C'était juste ce complément que je voulais apporter. Merci, Anthony. Non, merci à vous. C'était important. Je vois que Timothy Mouya a une question à poser à vous. Allons-y, mon ami. Oui. Ma question était par rapport aux malades isolés de COVID. Dans une structure où nous avons réservé une chambre pour une malade, les risques de contaminer les autres patients qui passent par ces couloirs, je ne sais pas c'est comment, on peut faire comment et éviter les passages de ce couloir, ou bien c'est seulement l'accès à la chambre qui peut risquer de contaminer les autres patients. Merci, Timothy, pour la question. Bon, je vais commencer, puis après, Chadli et Bissou, s'il te plaît, à ajouter. Mais honnêtement, le grand risque, c'est quand quelqu'un entre dans la chambre avec le patient. Si quelqu'un passe dans le couloir, bon, dans mon avis, il n'y a pas grand risque là-bas parce que le patient est en isolation dans la chambre. Donc, s'ils ne font rien et ils juste passent par l'entrée, je ne pense pas qu'il y a un grand souci à propos de ça pour l'accueil de COVID-19, mais je ne sais pas si Chadli ou Bissou veut ajouter quelque chose. Non, vous avez bien répondu, c'est tout, hein. C'est la réponse, oui. Merci. Merci au collègue Timothée pour la question. Effectivement, non. La question, elle est bonne parce que déjà, c'est déjà bien de savoir qu'il existe une salle d'isolement. Moi, je me réjouis de ça. Donc, vous savez, toutes les présentations de PCI que nous faisions essayent de pousser les collègues, les praticiens et même le personnel à pouvoir respecter les mesures barrières et des gestes élémentaires de PCI de base. Et donc, savoir que dans un hôpital, il existe donc un triage, c'est déjà à encourager. Maintenant, ça ne suffit pas le triage. D'abord, il y a la position du triage, il y a la salle d'isolement par la suite. Et après, il y a toutes les mesures, je crois qu'on ne va pas revenir dessus aujourd'hui, mais il y a toutes les mesures qui vont avec. Ceux qui vont venir voir le malade, le port du masque,
le lavage des mains, l'aération de la salle, plus ou moins. Je vais dire que c'est un ensemble de mesures qu'il faut pouvoir observer pour pouvoir réduire le risque de transmission. Donc, c'est déjà bien l'isolement. Maintenant, dans le circuit d'entrée dans l'hôpital où se trouve la salle d'isolement, si pour aller voir le malade qui est en isolement, qui doit aller dans les toilettes, doit traverser des grandes salles où se trouvent des patients, omettant de porter son masque, l'isolement ne sert pas à grand chose. Pour dire que c'est un tout, voilà, c'est un tout et c'est un peu ces stratégies multimodales-là qui doivent être plus ou moins appliquées si on veut avoir des avancées en termes de réduction de transmission de COVID. Merci, Anthony. Merci beaucoup. Merci encore, Timothy, pour la question. Bon, c'est presque à l'heure de la clôture, mais il y a 2 commentaires ici. Je vais juste lire rapidement, puis une petite question. Le problème est qu'il est souvent difficile de prouver la négativité à la réception, surtout pour hospitalisation d'autres causes que le palu. Bon, on sait que ça, c'est la réalité. Et le commentaire de Chedley à propos de la disponibilité des services microbiologiques sont très importants, ou bien un laboratoire. C'est important parce que c'est avec beaucoup d'analyses qu'on peut savoir qu'est-ce qui existe ou pas, mais ce n'est pas toujours nécessaire de savoir tout à l'entrée d'une hospitalisation d'un patient, parce que des fois, quelqu'un entre pour une fracture, mais après quelques semaines, il y a raison pour tester quelque chose d'autre, et puis tu vois qu'il y a un microbe qui est là déjà, et peut-être c'était là avant aussi, mais on ne sait pas parce qu'on ne fait pas une analyse avant. Bon, ça dépend de la situation toujours et le contexte de le patient et la raison pourquoi il ou elle est là, mais on sait que c'est un défi absolument. La prochaine chose ici, c'était un grand merci pour Prof. Chedley pour la présentation aujourd'hui. Ça vient de Pierre Rodrigue. Il a beaucoup aimé votre présentation aujourd'hui, donc félicitations à vous. Et puis la dernière question ici, c'est comment les techniques de manipulation au laboratoire peuvent contribuer à réduire les risques d'infection associés aux soins. Je ne sais pas si Chedley ou Bissou veut commencer avec ça. Pardon? Je n'arrive pas à voir la question. Nouveau, s'il vous plaît. Comment les techniques de manipulation au laboratoire peuvent contribuer à réduire les risques d'infection associés aux soins? Bon, je l'ai dit dans la présentation, vraiment, c'est un tout. C'est un tout qui englobe beaucoup d'éléments. Le premier élément, c'est l'architecture, que ce soit les portes, les fenêtres, les paillasses, les systèmes d'aération, les systèmes de gestion des déchets, aussi les vestiaires, les équipements de protection individuelle, le matériel utilisé, les techniques. Vraiment, il y a beaucoup de recommandations par rapport à ça et qui sont un peu longues, qu'on ne peut pas toutes énumérer ici. Mais pour un professionnel de santé travaillant dans le laboratoire, c'est principalement le respect de la technique aseptique et aussi l'usage des équipements de protection individuelle adaptés. Sinon, peut-être ils auront besoin d'une formation spécifique par rapport à tous les éléments que j'ai cités. À vous. Oui, beaucoup. Merci, Chedley, pour ça. Et avec ça, je pense que c'est l'heure de la clôture pour la webinaire aujourd'hui. Merci encore à Chedley pour la très bonne présentation et l'introduction des infections associées aux soins. Notre objectif, c'est de continuer en plus de détails dans les différents thèmes dans ce sujet. Mais merci pour le début. Merci encore, Dr. Bissou de OMS Afro comme un panéliste avec nous. Et aussi un grand merci à Danica qui est déjà partie. Et un grand merci pour tous les participants qui étaient avec nous aujourd'hui et aussi pour les questions et la discussion. Bon, c'est la fin, puis on attend pour la prochaine. Merci encore et bon week-end à tous. Merci bien, merci vraiment. Merci, et au revoir. à la prochaine. Ouais.